Nous sommes heureux de débuter cette nouvelle année en vous proposant un format complémentaire aux épisodes où nous recevons un acteur autour d'un thème. Ce nouveau format a pour titre « Regard croisé sur ». Et notre idée est d'explorer un thème avec des regards complémentaires et des intervenants venant de disciplines, de métiers différents. Nous inaugurons aujourd'hui cette série, on pourrait aussi dire cette story, avec le thème de l'emploi des seniors, qui sera traité en plusieurs épisodes et diffusé avec des dates de diffusion rapprochées sur le mois de janvier. 5 épisodes constitueront cette première série. Donc aujourd'hui, pour le premier, nous poserons le cadre, nous mettrons en perspective et nous nous aiderons du regard sociologique. Dans un deuxième épisode, ce sera le regard des recruteurs qui sera mis en valeur. Dans un troisième, celui des entreprises. Le quatrième épisode, nous rencontrerons des accompagnants sur l'emploi des seniors. Et dans le cinquième et dernier épisode, ce sera le regard du coach et la question des soft skills des seniors qui sera mise au centre de la discussion. Tout au long de cette série, notre posture se veut neutre, sans jérémiade, sans plainte et sans parti pris. La question qui nous anime, est-ce que retrouver un emploi à plus de 45-50 ans, est-ce plus difficile qu'à un autre âge ? Oui, non, et pourquoi ? Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois 3 personnes, 3 invités. Tout d'abord, Laurence Cohen-Solal, grâce à qui l'idée de traiter ce thème s'est imposée. Pierre Vandassy, docteur en sociologie, cofondateur d'Anthropolide. Et Alain Zimmermann, qui a porté en son temps une action en faveur de l'emploi des seniors. Cet épisode se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, Laurence nous fera la genèse de son post devenu viral sur LinkedIn. Ensuite, nous aborderons tous ensemble, d'un point de vue macro, la problématique de l'emploi des seniors. Et enfin, Alain Zimmermann nous parlera de l'initiative de DIT 33. Bonjour Laurence, comment allez-vous ? Bonjour Loïc, je vais très bien, merci et vous-même ? Bien, merci. Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ? Très bien, merci pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et bonjour Alain, merci d'être comme les scouts, toujours prêt, toujours présent pour répondre à l'appel. C'est ça, un quinquas dans la force de l'âge. Tout à fait, merci à vous 3. Laurence, nous allons vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, votre parcours, et puis la genèse de ce fameux poste ? Et merci à vous, c'est à cause de vous, mais je dirais grâce à vous, que tout ceci est arrivé. Écoutez, avec plaisir, oui. Alors, donc, je m'appelle Laurence Cohen-Solal, j'ai 53 ans, je suis directrice marketing et communication. J'ai perdu mon travail pour raisons économiques en mai dernier, suite au Covid. Et je suis spécialisée dans le marketing digital, à savoir tout ce qui concerne la consolidation du patrimoine digital des entreprises, c'est-à-dire son site web, son contenu digital. Je suis ce qu'on appelle un copywriter, je vends avec les mots. Je crée aussi des animations de communauté sur les réseaux sociaux en lien avec l'activité de l'entreprise et les intérêts de ses clients. Et bien évidemment, tout ce qui est stratégie digitale, de gros hacking généré par l'analyse des métriques des comportements des prospects pour créer ce qu'on appelle le Graal en marketing, c'est-à-dire de la croissance et du chiffre d'affaires. Je suis également spécialisée en communication 360, c'est-à-dire multicanal, on et offline. Voilà, ça c'est pour mon métier. Mon parcours, il a été de plus de 15 ans dans l'IT, dans des environnements internationaux auprès de multinationales américaines et françaises. Et quand je suis revenue sur Bordeaux il y a 10 ans, j'ai eu des postes de commercial sédentaire parce que je ne trouvais déjà pas de travail, en tout cas difficilement sur la région. Et plus récemment, donc, de directrice marketing communication pour une société de menuiserie haut de gamme, tout en ayant créé ma société de consulting en stratégie de communication et marketing auprès des entreprises. Au mois de novembre, et me confrontant à des difficultés vis-à-vis du marché de l'emploi, c'est-à-dire avoir énormément de difficultés à avoir des entretiens dans les entreprises, c'est-à-dire pratiquement passer 6 mois
à envoyer des CV, à peu près 300 CV auprès d'entreprises sans avoir obtenu qu'un seul, on va dire, un seul entretien, m'est venue l'idée qu'il fallait peut-être que je me présente comme un produit. Comment je ferais avec un produit comme moi, c'est-à-dire une femme de 53 ans sur le marché, avec l'expérience que j'ai. Comment je ferais pour lui donner de la visibilité? Et m'est venue l'idée d'écrire, parce que je suis copywriter, puisque je sais vendre avec les mots. Je me suis dit, très bien, tu vas faire un post sur LinkedIn. Alors bon, voilà, il a été sur le ton de la dérision, parce que c'est comme ça que je suis, parce que, voilà, plutôt sur un ton léger et en disant aux recruteurs, «Secouez-vous, à 53 ans, on n'est pas vieux, on n'est pas des grabataires, hein, on a encore beaucoup à donner et certainement le meilleur». Et ce post sur LinkedIn a eu un succès important, puisqu'aujourd'hui on est à plus d'1 300 000 vues, 30 000 likes et à peu près 3 000 commentaires. Donc effectivement, ça a été un beau succès, un beau coup de com', comme on dit. Il s'en est suivi un article dans actu.fr et également une vidéo sur Combini. Voilà. Ça veut dire que beaucoup de personnes s'identifient à cette éventuelle difficulté particulière de retrouver un emploi, passé un certain âge. Alors, avant d'introduire cette discussion sous un angle un peu macro et sociologique, je vais vous donner quelques éléments de cadre que j'ai extraits du rapport Belon, donc rapport qui a été remis au Premier ministre au printemps 2020, en avril. Donc, je cite quelques éléments du préambule. Plusieurs semaines de travaux d'échange et de rencontres sont venus étayer la conviction que le maintien en emploi des travailleurs expérimentés est un problème de société complexe qui a été façonné sur une période de temps très longue, notamment par les politiques publiques, à rebours des évolutions démographiques et sociologiques. Résoudre ce problème de société est urgent, mais cela ne pourra se faire sur un temps court. Et en conclusion, page 83, on retrouve finalement cette conclusion de la commission. Tous les travaux publiés récemment sur la question de l'emploi des travailleurs seniors en témoignent. L'un des obstacles majeurs est lié aux représentations individuelles et collectives qui leur sont associées. Tout se passe comme si ces derniers recevaient dans le monde du travail un traitement comparable à celui que notre société réserve aux plus anciens. Ils sont perçus comme une charge, un problème à régler, bien plus qu'une opportunité. Alors, Laurence, Pierre, Alain, ça m'amène la question, qui sont les seniors? D'abord, on parle de travailleurs âgés ou de seniors à partir de quel âge? On trouve parfois 45 ans, 50 ans, 55 ans. Qu'en pensez-vous et que pensez-vous de ces conclusions du rapport Belon? Vous pouvez intervenir, Pierre. Oui, sur la première question, qui sont les seniors? C'est vrai que c'est important peut-être de rappeler qu'au fond, cette notion d'âge, de senior, c'est une notion qui est de toute façon relative. Donc, c'est des catégories qui sont construites, travaillées, et puis qui sont mouvantes. Il n'y a pas une définition en fait précise de ce qu'est un senior. Et par l'effet des politiques publiques, justement, on met des bornes. On met des âges auxquels on va définir qu'un individu est senior ou pas. Mais je crois que la question même que vous soulevez montre qu'on a un problème de définition de ce côté-là. Qu'en fait, les seniors, ça n'existe pas. On est senior par rapport à des juniors, on est junior par rapport à des seniors. C'est une notion qui est relative. Il n'existe pas une catégorie objective senior. D'autant plus que si on prend une tranche d'âge particulière, et par exemple qu'on dit, les seniors, c'est les personnes qui ont 50 ans et plus, ce qui est déjà relativement tôt pour appeler des gens seniors. Si on met des bornes d'âge, à l'intérieur d'une tranche d'âge particulière, donc par exemple à l'intérieur de cette population des plus de 50 ans, on va avoir des situations très diverses en fait, et des types de populations très diverses. On va avoir des hommes, des femmes, des gens avec des niveaux de qualification différents, des gens avec des bagages culturels différents, et donc en fait il n'existe pas une catégorie, les seniors qui seraient au travail de la même façon, qui auraient les mêmes compétences, qui seraient dotés de compétences qui leur seraient spécifiques, ou au contraire qui seraient dotés de
de faiblesses ou de lacunes qui leur seraient spécifiques, parce qu'on est face à une population qui est extrêmement diverse. Voilà sur la première question. Moi, ce que j'ai à dire sur qui sont les seniors. Laurence, peut-être, alors ces seniors, quel regard portez-vous? C'est de vieux jeunes, de jeunes vieux? Quelle est l'image de la société? Parce que vous êtes spécialiste marketing, donc forcément, vous avez en tête des images associées aux différentes tranches d'âge de la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je rejoins ce que dit Pierre, hein, c'est que il n'y a pas de senior aujourd'hui. Ça n'existe pas. Je ne sais pas très bien quelle est cette notion que l'on donne aux seniors aujourd'hui. Et je ne citerai aucune entreprise évidemment aujourd'hui, hein, mais quand un de mes ex-collègues me dit, écoute, ma société, qui est une grosse société, vient de me proposer un plan parce que j'ai 45 ans aujourd'hui et que je suis considérée comme senior par mon entreprise, un plan de sortie, hein, tout simplement. Moi, je m'insurge parce que toutes ces mesures faites un petit peu sous le manteau contribuent à donner à une génération, c'est-à-dire les 45 plus jusqu'à 65, j'en sais rien. Voilà, vous voyez, je n'arrive même pas à donner une tranche d'âge. On les estampille de seniors, c'est ennuyeux parce que je pense que dans le fond, il y a comme un espèce de magma qui se crée de ce qu'on pourrait avoir d'image du 45 plus. J'arrive même plus à dire senior tant ça m'agace. Comme je l'évoquais avec vous, Loïc, en off, il y a pas très longtemps, il y a aussi un regard de la société, du publicitaire, qui nous met quand même des quinquagénaires en pleine forme dans des publicités pour des protections pour incontinents ou pour des aides auditives en pleine face et tous les soirs sur nos écrans. Donc forcément, ça ne donne pas une image très positive de cette tranche du 45-65. Alors qu'aujourd'hui, la médecine préventive, la médecine tout court a énormément avancé. Donc, on va vivre de plus en plus vieux et de plus en plus en forme. Donc, il va falloir quand même traiter ce souci. Alain, par rapport à cette vision de la personne avançant dans l'âge, telle que la société peut la ressentir ou telle qu'une entreprise peut la ressentir, qu'est-ce que vous avez à en dire? Dans une entreprise, effectivement, à partir de 45 ans, on est considéré comme un senior. Et ce qui est marrant, c'est que dans le sport, quand vous faites du sport, vous êtes senior à partir de 18 ans. Parce qu'avant, vous êtes junior. Et vous commencez à 35 ans à devenir un vétéran. C'est vrai. Alors, vous avez vu, et j'aime bien les chiffres, mais si vous demandez à un jeune de 25 ans aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une personne de 50 ans? Il vous dira comme moi quand j'étais jeune, il vous dira c'est un vieux. Oui. Et je crois que le défaut, il est là. Le défaut, c'est de ne pas écouter les anciens. Parce qu'on doit se parler entre les jeunes et les moins jeunes. Et est-ce que c'est pas ça le problème qu'il y a aujourd'hui, que les gens ne veulent plus se parler? Je crois aussi que c'est important, et Alain, vous soulevez je pense un élément qui est important pour comprendre en fait le problème, c'est que en fait toute notre vie sociale et toute la construction en fait des politiques sociales aussi est fondée sur la notion d'âge. Et tout au long de notre vie, on a considéré et on considère que c'est légitime en fait de nous distinguer en fonction de l'âge et d'avoir des droits différents en fonction de nos âges. Pour de bonnes raisons sans doute, mais derrière ça peut avoir parfois des effets pervers. Et donc tout au long de notre vie, à l'école, on est classé et nos droits et nos devoirs sont définis par notre âge. L'accession à la citoyenneté est définie aussi par notre âge. Le fait de pouvoir conduire une voiture, c'est aussi notre âge, c'est une borne d'âge qui le définit. Et le droit de travailler est lui aussi borné par des âges. On a le droit de travailler à partir d'un certain âge, et puis il y a un âge à partir duquel on a le droit, en tout cas on a décidé, on pose une borne, et on discute souvent d'ailleurs de où poser cette borne.
pour permettre aux gens de sortir du travail ou pour pousser les gens vers la sortie justement du travail. Et donc ce qui fait que cette question de l'âge nous définit quand même grandement tout au long de la vie. Et on sait que c'est un critère de discrimination qui est dans le cadre du travail injuste, mais il se trouve que ça nous paraît souvent assez en fait naturel et légitime de considérer que oui, qu'on doit distinguer les gens en fonction de leur âge. Et donc le fait qu'on traite en fait des gens sur le marché du travail, qu'on stigmatise ou qu'on discrimine des seniors sur le marché du travail, et qu'on le fasse d'ailleurs avec des âges qui sont de plus en plus précoces, c'est finalement un effet, une répercussion de cette tendance à classer les personnes en fonction de leur âge et à considérer implicitement que, même si c'est un critère de discrimination illégale, c'est un critère légitime de classement des individus, et de dire on doit traiter les seniors d'une certaine façon. Une personne plus âgée, on doit la traiter d'une certaine façon qui sera différente de la façon dont on doit traiter une personne plus jeune. Et de là, en fait, on ouvre la porte derrière à des effets pervers, en fait. Oui, en vous entendant tous les trois, finalement, vous êtes en train de dire qu'il y a eu une construction collective de stéréotypes, de préjugés, et qu'aujourd'hui, on en est un petit peu victime. Comme vous le disiez bien, Pierre, il y a des effets pervers, parce qu'en même temps, si on prend une vision très macro, il y a un consensus, et c'est du bon sens, pour dire que la vie professionnelle s'allonge parce que les personnes arrivent plus tard sur le marché du travail, du fait qu'ils poursuivent davantage des études supérieures, et en même temps, la diminution du nombre d'actifs, allongement de la vie. Donc on se trouve dans un paradoxe. Collectivement, on raccourcit un peu la durée utile de la vie professionnelle, alors même que nous vivons dans une société où, au contraire, il faudrait avoir davantage de fluidité et pouvoir étirer plus facilement la vie professionnelle. Qu'en pensez-vous ? Oui, si je peux me permettre, vous l'avez un peu mentionné, mais tout ça part d'un choix politique en fait au départ. C'est-à-dire que face à la contraction, on va dire, du marché de l'emploi, ou au fait que on se retrouve donc à la fin des années 70 avec une situation dans laquelle il n'y avait pas assez d'emplois pour tout le monde, ou une situation économique un petit peu tendue, le choix politique à ce moment-là est de pousser les gens qui sont près de l'âge légal de la retraite vers la sortie, et de dire donc on va mettre en place des politiques qui conduisent, des politiques qui de sortie précoce du travail. Mais c'est un choix politique qu'on a fait en France et que d'autres n'ont pas fait ailleurs. Vous avez donc notamment dans des pays du nord de l'Europe ou au Japon des pays et des gouvernements qui, face à la même situation, ont choisi de mettre en place des politiques fondées sur le droit au travail à tout âge, et donc des politiques d'accompagnement des seniors, donc entre guillemets, pour les aider à rester plus longtemps dans l'emploi et à voir leurs droits au travail, en fait, disons, respectés et activés. Et de là ensuite, cette politique donc de sortie précoce du travail génère derrière effectivement un mécanisme de stigmatisation, puisqu'on se dit ceux qui sont proches de la retraite ne sont pas reclassables, c'est le choix, on ne les reclasse pas, on les fait sortir du travail. Donc derrière, par un effet de ricochet, ceux qui sont proches de l'âge de ceux qui sont non reclassables subissent aussi le stigmate en fait. Donc plus on se rapproche du bout de course et moins on est reclassable. Alors que si on fait le choix de dire non, on a le droit à tout âge en fait de travailler et l'État doit accompagner le reclassement des individus, mais en fait on avance simplement dans une carrière qui est évolutive, qui prend en compte les réalités de la vie et les réalités du vieillissement, mais qui n'est pas une carrière dont l'issue ultime est le non-reclassement. Et donc voilà, c'est vraiment ce choix politique au départ de dire on va faire sortir précocement les travailleurs du marché du travail pour répondre aux problèmes du manque d'emploi, qui derrière entraîne une stigmatisation, et une stigmatisation de plus en plus précoce en fait. Oui, c'est tout à fait clair, Pierre. Alain, je crois que vous vouliez intervenir sur ce sujet pour compléter. Oui, parce que je vous ai entendu, vous et Pierre, prononcer le mot retraite. Et moi, ce que je trouve toujours incroyable, c'est que la retraite, c'est un senior confirmé ou mature qui arrive à la retraite puisqu'il est entre 62
et 65, 67 ans. Et c'est comme un truc incroyable, c'est quand on arrive au plus haut niveau de notre technicité et de nos compétences, que l'on nous sort du jeu, qu'on dit aux personnes, on vous éjecte, on dit la vie professionnelle, elle est terminée pour vous. Et c'est quand même fou, quoi. C'est là où les jeunes, on appelle ça la transmission, où les jeunes pourraient grandir et apprendre et se développer. On dit à la personne, ah non, mais tu fais très bien ton travail. Mais maintenant, c'est plus ton tour, quoi. C'est quand même fou, cette société qui oublie que c'est l'essence même des générations. On a appris par nos parents qui nous ont appris comment faire nos lacets. Je dis ça parce que j'ai écrit un article sur apprends à nouer tes lacets. Et je trouve que ça commence là, quoi. Et là, quand on est au moment où on sent, et encore, quand j'ai retraité, ceux qui ont la chance d'aller jusqu'à 62, 65 ans, parce que j'ai vu il y a pas longtemps un reportage sur Arte, où il y a des gens, de nos âges, 50 ans, qui sont déjà mis hors jeu, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Et pourtant, on comprend pas, parce que c'est là où on dit, on a tout à donner. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, merci Alain. Laurence, un élément complémentaire peut-être? Oui, moi je pense qu'on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme dit Pierre, il fallait de manière politique nous mettre rapidement dehors et en pré-retraite pour pouvoir accueillir les chômeurs ou les entrants sur le marché. J'espère que je ne déforme pas trop, Pierre, ce que vous dites ou ce que vous avez dit. Sauf que maintenant, il y a plus assez, on va dire, il y a plus assez dans les caisses pour mettre les quinquas ou les 45 plus en pré-retraite ou en retraite. Donc, on se retrouve donc à gérer les deux, quoi. C'est-à-dire les jeunes qui entrent sur le marché sans expérience et les quinquas qui ont encore et plus, ou les 45 et plus qui ont encore énormément à donner. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a un goulot d'étranglement et qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je parle d'un travail de fond. Il y a quand même quelque chose à faire où effectivement je suis d'accord que la bombe à performance elle est dans le fait que les générations se parlent entre elles et surtout travaillent ensemble. Maintenant, le côté, j'ai entendu parmi les solutions proposées, le mentoring, c'est-à-dire ou le tutorat, c'est-à-dire un expérimenté qui prend en charge un jeune, c'est très bien, mais ça ne peut pas être la seule solution. C'est pas possible. Je suis pas faite que pour accompagner un jeune à rentrer dans le monde du travail. J'ai encore énormément à donner, par exemple. Je connais pas les solutions. Et puis, comme je l'ai dit récemment, je ne suis pas politique. Moi, je suis là pour juste tirer la sonnette d'alarme et dire il y a un souci et il faut qu'on se réveille, en France en particulier, parce que comme disait Pierre, dans d'autres pays, cette notion-là est moins, et en tout cas, moi, je l'ai ressenti surtout aux États-Unis, les quinquas ou les 45 plus sont loin d'être finis. En tout cas, voilà, on leur accorde quand même beaucoup plus d'importance, de respect, de considération, on va dire, qu'en France. Je me demande si on n'a pas un souci là sur cette gestion des générations en France. Oui, alors c'est effectivement une question qui dépasse les acteurs individuels, que ce soit les individus ou bien sûr les entreprises. Tout ceci est quand même la conséquence de choix, de choix macro et de choix politiques. Toujours dans le rapport Belon, le constat que l'on peut faire, c'est que si en France, le taux d'emploi des 55-64 ans, donc on a dit que seniors, on ne savait pas définir, mais bon, à tout coup, on a des travailleurs expérimentés dans cette tranche d'âge. Ce taux d'emploi s'est redressé depuis 20 ans. Il a même doublé. En 98, il était de 30% et en 2018, il est de 56%. Donc, il a quasiment doublé. Mais si on compare ce taux d'emploi à celui d'autres pays de l'OCDE, par exemple en Islande, il y a 80% des personnes de cette tranche d'âge qui sont employées. Alors attention, ça nous mène aussi sur la question qui n'est pas forcément la nôtre, qui est de l'éventuelle difficulté particulière à retrouver un emploi, parce que là on est aussi dans la problématique du cumul emploi-retraite. Donc c'est une notion connexe, mais bon. Mais en tout cas, on voit que si on regarde la situation de différents pays, elle est contrastée.
La France est à la 25e place sur les 32 pays ou les 32 groupes de pays avancés retenus par l'OCDE. Et le dernier qui ferme la marche, c'est le Luxembourg, à 40% de taux d'emploi des 55-64. Mais peut-être aussi parce que le Luxembourg est un pays plus jeune. Mais bon, on le voit bien, il y a à la fois une problématique infra-pays et à la fois une problématique communautaire. Or, depuis les années 2000, la stratégie de Lisbonne encourage les États membres à coordonner leur politique de manière à favoriser les carrières plus longues. Et aujourd'hui, le rapport Belon parle de vieillissement, de gérer le vieillissement au travail. Alors le terme est peut-être pas très glamour, pas très sexy, mais veut bien dire ce qu'il veut dire. Il faut s'efforcer d'allonger la carrière professionnelle. Et en 2012, année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations, les États membres ont acté d'un certain nombre de choses. Ceci a été relayé par les partenaires sociaux européens qui ont signé en mars 2017 un accord cadre sur le vieillissement actif et l'approche intergénérationnelle. Or, on constate, si on remet les choses au niveau de la France, qu'on est toujours dans la même situation. Lorsqu'il y a eu la création de la contribution de Lalande qui pénalisait la sortie des entreprises pour les seniors, eh bien, le constat a été non seulement que ce dispositif n'a pas aidé au maintien des seniors dans leur poste, mais a dissuadé les entreprises d'en embaucher. Donc ce dispositif créé en 1987, il a été supprimé en 2008. En 2006, il y a eu le lancement du CDD senior, donc la création d'un contrat à durée déterminée plus souple pour les plus de 57 ans. Et la Cour des comptes a estimé qu'il ne bénéficiait qu'à un public extrêmement restreint. 2013, création du contrat de génération. Et fin 2015, seuls 40 000 contrats de génération avaient été signés sur les 220 000 escomptés. Et le dispositif a été supprimé en 2017. Donc on voit qu'on a une dynamique européenne qui pousse dans un sens à allonger la vie professionnelle et qu'au niveau français, on n'arrive pas à mettre en place par des outils incitatifs en faveur des entreprises, des mécanismes pour aller dans ce sens. Qu'est-ce que vous voulez ajouter les uns les autres par rapport à cela ? On sait que les mécanismes incitatifs ne marchent pas. Et en fait, probablement qu'une des raisons pour lesquelles ils ne marchent pas, alors là, je parle un peu avec précaution parce que j'ai moi-même pas une compréhension assez profonde du sujet, mais une des raisons pour lesquelles elles ne marchent pas, c'est qu'elles renforcent la stigmatisation. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand vous dites on va faire une politique pour les gens qui ont plus de 50 ans, pour favoriser leur emploi, ou quand on dit on va faire une politique pour l'insertion des jeunes qui ont un certain âge, en fait on renforce implicitement l'idée qu'il y a un problème avec cette catégorie-là de personnes. C'est clair. Donc ça peut pas marcher en fait. Puisque le problème qu'on a aujourd'hui, vous voyez, c'est qu'en fait on est dans une situation de rétropédalage un peu, où pendant des années, donc on a fait le choix de financer la sortie du travail. Ça nous arrangeait bien finalement, et les gens se plaignaient pas forcément de partir en pré-retraite. Et puis finalement, maintenant, on se retrouve dans une situation où on a plus les moyens en fait de financer la sortie précoce du travail. Donc on se dit, il faut trouver un moyen de mettre les gens au travail plus longtemps, et c'est là qu'émerge notre discours. Maintenant, ce nouveau discours, ou ce discours qui tend à dire, oui, mais attendez, après 50 ans, on vaut encore quelque chose, et donc qui tend à revaloriser le travailleur plus âgé, le travailleur qui est proche de la retraite, parce que finalement, ça va dans ce sens-là, ça va dans le sens de ce besoin de remettre ce type de population au travail plus longtemps. Et comme vous l'avez dit, les chiffres montrent qu'on y arrive quand même, puisque même si on est en dessous de la moyenne de l'OCDE, il y a une progression dans le sens de l'allonger de la durée du travail indéniable depuis 20 ans. Oui, mais moi je pense que le mal est fait, c'est-à-dire que les préjugés sont là aujourd'hui. Et bon nombre de chefs d'entreprise, bon nombre de recruteurs nous considèrent comme has-been, peu malléables,
et alors je vais dire encore pire dans mon métier, où et c'est vrai il est nécessaire de se former en permanence, puisque les technologies évoluent et plutôt dans le bon sens, hein, enfin, bon, en ce qui me concerne et en tout cas en ce qui concerne mon métier. Mais j'ai l'impression que le mal est fait et qu'il faut rétropédaler et aller dans l'autre sens, c'est-à-dire redorer le blason du 45+. Totalement, je crois que vous avez totalement raison, c'est ça. Vous dites le mal est fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la politique, la gestion des âges a généré des représentations négatives. Et maintenant, même si au niveau politique, justement, on cherche à aller dans l'autre sens, eh bien, dans les représentations, l'idée du vieux, pas malléable, difficile à manager, décrocheur numérique et compagnie, enfin cette vision négative, elle est effectivement, vous avez raison, ancrée dans les représentations. Ce que je peux dire aussi, c'est que moi je me souviens en 81, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, c'est lui qui a dit la retraite à 60 ans, et à l'époque, à 60 ans, les gens en général qui arrivaient à 60 ans, ils étaient cuits par leur travail, quoi. Ils avaient tout donné, quoi. Et quand on voit ça, à l'époque, c'était pourquoi? C'était aussi, au niveau des chiffres, c'était pour faire baisser le chômage en embauchant les jeunes. Et là aussi, c'est très rigolo, parce que les femmes et les hommes politiques, dont j'aimerais pas être à leur place aujourd'hui, c'est eux qui décident des lois. C'est eux qui, à 75, voire même 80 ans, sont toujours en poste et qui expliquent qu'il faut sortir les gens à 50 ans du travail. Mais ça a un nom, ça s'appelle l'effet Noria en économie. C'est-à-dire que le fait, dans une entreprise, qu'on fait rentrer un jeune et vous sortez un moins jeune, ben, il y a le salaire qui est différent et automatiquement, l'entreprise, ça lui fait gagner de la compétitivité parce qu'elle va avoir au même poste quelqu'un de 20, 30, 40, voire 50% moins cher. Oui, avec les erreurs liées à la jeunesse dans le travail quand même, Alain. Donc moi, j'appelle pas ça des économies, hein, ou alors des économies de bout de chandelle. Si on en est à parler des salaires des seniors et des juniors, je dis que ça répond à des problématiques différentes. Un senior, vous investissez. Un junior, vous investissez, mais différemment. Vous investissez pour un senior dans l'efficacité quasi immédiate, dans le recul qu'il a par rapport aux problématiques qu'il a déjà connues, et vous allez avancer beaucoup plus vite. Un junior, il va falloir, même si vous le payez moins cher, il va falloir encaisser le fait qu'il va faire des erreurs, qu'il va mettre plus de temps, qu'il va peut-être vous faire aussi perdre de l'argent sur le fait qu'il va falloir assumer ses erreurs et sa jeunesse et que peut-être même ce sera peut-être même pas le bon profil pour la problématique que vous avez à ce moment-là et pour laquelle vous avez embauché. Vous voyez, oui, j'entends ce que vous dites, et en même temps, c'est intéressant de constater que là, dans le discours qu'on est en train d'échanger, mais on continue nous-mêmes en fait à essayer de nourrir des stéréotypes. Oui, navré. C'est-à-dire que non, mais c'est pas navré, c'est normal, là, c'est notre fonctionnement. Hein. Je veux dire, on est comme ça, et notre cerveau a tendance à aller toujours vers l'économie, et ça nous aide bien aussi pour prendre de bonnes décisions dans certaines situations. Mais c'est vrai que en fait, on est nous-mêmes prisonniers de ce stéréotype. Et on se dit, il faudrait refabriquer une image du senior, vous voyez, et on oppose cette image du senior au junior en se disant, en fait, c'est le senior contre le junior, qu'est-ce qui vaut mieux un senior ou un junior? Alors qu'en fait, quand on fait ça, ben, on continue de classer les gens en fonction d'idées préconçues sur leur performance, en disant, bon ben, on avait l'idée qu'un senior, c'est quelqu'un qui est pas malléable, résistant au changement et tout ça, coûteux pour l'entreprise, c'est un stéréotype aussi. Et puis on le remplace par donc un autre stéréotype du senior performant, adaptable et tout ça. Et puis en face, on prend les jeunes et puis on fait la même chose. On dit bon ben il y a le jeune, il est inemployable pour telle et telle raison, il est coûteux pour l'entreprise parce qu'il faut le former. Mais en fait, on peut aussi créer un stéréotype positif en disant mais non, mais le jeune, il a des compétences que le senior n'a pas. Et construire une image positive, mais la vérité c'est qu'en fait, d'un jeune à l'autre ou d'un senior à l'autre, la situation est très variable, et qu'il y a des seniors qui sont difficiles à manager, comme il y a des jeunes qui sont très difficiles à manager. Il y a des seniors qui sont très adaptables, il y a des jeunes qui sont très adaptables. Il y a des gens qui ont des compétences relationnelles, sociales ou techniques très développées, et d'autres moins, et c'est pas dépendant en fait de leur âge. Donc,
L'enjeu, ce serait peut-être d'arriver à trouver des moyens non pas de remplacer les stéréotypes les uns par les autres, parce que sinon on reste plus dans cette logique d'opposition entre senior et junior, mais justement d'atténuer en fait les stéréotypes pour permettre véritablement aux compétences des individus de s'exprimer et de neutraliser ces stéréotypes et de dire c'est pas parce que j'ai devant moi quelqu'un qui a 50 ans ou quelqu'un qui a 25 ans que je vais lui appliquer une grille de lecture prédéfinie, déjà fabriquée, peu importe qu'elle soit positive ou négative en fait. Parce que du moment en fait où je suis dans le stéréotype, positif ou négatif, j'aliène l'individu, je l'empêche de s'exprimer pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un individu qui n'est pas qu'un âge. D'autant que si on regarde les choses objectivement, on a ce problème avec la discrimination liée à l'âge, la discrimination des personnes seniors, mais on a aussi encore une fois, le même problème avec justement les gens qui rentrent sur le marché du travail. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les seniors en fait qui sortent du marché du travail ont du mal à y rentrer. Alors déjà, ils sont une partie d'entre eux en fait. Il y a un tri qui se fait. Il y a des seniors qui arrivent à se maintenir sur le marché du travail, à faire évoluer leur carrière, et puis il y en a d'autres qui sont placardisés, qui finissent par sortir du travail et pas réussir à y rentrer. Mais si on regarde les chiffres du chômage, par exemple, c'est chez les jeunes que le chômage est le plus important. Voilà, on a une situation qui est vraiment, c'est des deux côtés en fait c'est vraiment cette phase d'entrée de la carrière qui s'allonge et cette phase de sortie de la carrière qui s'allonge aussi, qui pose autant de problèmes. Donc, au lieu de les opposer, je crois qu'il faut réussir à sortir en fait justement de cette stigmatisation par l'âge. Voilà, moi je suis assez d'accord. C'est-à-dire que l'écueil aujourd'hui, c'est ça, c'est d'opposer les juniors qui rentrent sur le marché du travail et les 45+ qui essayent de terminer leur carrière correctement. Alors je suis d'accord, effectivement, ce sont les juniors qui sont plus nombreux par rapport aux 45+ sur le marché du travail. Mais le pire de tout, c'est qu'on essaye de nous opposer les uns les autres avec les 30-40 qui nous regardent en train de nous écharper. Or, je pense que aujourd'hui, et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, la bombe à performance, elle est dans le mix des générations. C'est-à-dire que chacun a les compétences, les capacités à mettre sa pierre à l'édifice. Et on peut tous travailler en bonne intelligence. Sauf que je ne sais pas à qui profite le crime, mais en tout cas, se crée effectivement cette espèce de bataille junior-senior et que franchement, ça ne profite à personne. Moi, j'ai eu des témoignages sur mon poste de junior terribles où je ne peux que être compatissante vis-à-vis de leurs problèmes. C'est qu'on leur reproche de ne pas avoir d'expérience et moi, on me reproche d'en avoir trop. C'est-à-dire que vraiment, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et c'est-à-dire que l'intérêt de l'entreprise, il est où? On ne sait pas. Enfin, je suis assez directe là-dessus, pardon. Laurence et Pierre, c'est pas votre âge qui fait que vous soyez intéressant, c'est ce que vous dites qui est intéressant. Oui, Alain, mais dites-le aux recruteurs. Moi, ils veulent pas m'entendre. Donc, quand un recruteur ne veut pas me recevoir, alors que j'ai adapté mon CV, j'ai adapté ma lettre de motivation, j'ai passé des heures sur Internet à étudier le marché de l'entreprise, à faire une lettre qui correspond, et que je me dis, bon, en cochant toutes les cases, très, très raisonnablement, il devrait me recevoir, mais qu'il ne me reçoit pas, je me pose des questions. Mais Laurence, vous savez, quand vous voyez que vous avez un recruteur face à vous qui a 20 ans, c'est-à-dire qui n'a pas d'expérience de la vie professionnelle, et qui est en train de juger votre travail, qui ne peut pas comprendre, parce que malheureusement, je l'entends, il ne l'a pas vécu. C'est là où est le décalage, à mon avis. Je ne sais pas. Moi, j'ai rencontré récemment un dirigeant de start-up qui a à peine la trentaine et avec qui ça a très bien fité. Bon, après, ces problématiques n'étaient pas immédiates, donc on verra si par la suite une collaboration sera possible. Je pense que c'est aussi un problème à nouveau de mentalité, quoi. C'est ce jeune qui démarre dans la vie professionnelle ou presque. Il a une écoute. Moi, je pense qu'aujourd'hui, junior, senior et cador entre deux, là, ce qu'on souhaite, c'est une écoute. Alors, ne nous perdons pas dans tous ces éléments. Nous aurons l'occasion dans les prochains épisodes de réaborder certains micro-éléments qui sont que pensent les recruteurs ou quelle est la commande passée par les entreprises à un recruteur. Moi, ce que je vous propose, c'est de garder comme idée principale de ce premier épisode qui a pour objectif de poser le cadre
de mettre en perspective le thème, d'en retenir qu'il y a une construction collective de préjugés et de stéréotypes. Et ce que nous disait Pierre est tout à fait éclairant. En faisant la promo des seniors, finalement, on marche toujours dans cette mécanique de créer des stéréotypes successifs ou des préjugés successifs, mais en discrimination positive. Donc finalement, il faut casser la mécanique et sortir du cadre, hein. Je sais que Pierre avait quelque chose à nous ajouter par rapport à ça, et ensuite on donnera la main à Alain qui nous partagera une expérience qu'il avait menée dans un milieu associatif. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, c'était sur sur le mécanisme en fait de discrimination et sur comment on active les discriminations. Juste parce que donc Laurence disait à qui profite le crime. Le problème, et on en revient à cette situation de départ, c'est que quand il y a compétition pour une ressource, bah, il faut bien trouver un moyen de discriminer les gens en fait. Puisque si la ressource est rare et que les prétendants à la ressource sont nombreux, bah, il faut bien trouver un moyen de les discriminer. Donc à compétences égales, une fois que les caractéristiques objectives pertinentes sont épuisées, il va bien falloir trouver d'autres moyens en fait de discriminer les gens. Et c'est là que les préférences personnelles, le fait de sélectionner un père ou le fait de sélectionner quelqu'un qui partage nos codes culturels ou avec qui on va avoir une affinité basée sur le partage, oui, d'un langage commun ou de références culturelles communes va rentrer en jeu et va rentrer en ligne de compte. Et donc je crois qu'il n'y a même pas forcément en fait comment dire, justement il y a pas une idéologie active de mise à la porte des seniors en fait. C'est plutôt que en situation de devoir choisir, donc de devoir discriminer pour un poste, par exemple, on peut avoir, on a besoin, l'individu a besoin de trouver d'autres critères de discrimination, et donc il va faire appel à des critères illégitimes, illégaux et non pertinents. Alors, ceci nous fournit une superbe transition, Pierre, par rapport à ce que souhaitait nous partager Alain, avec en son temps l'expérience de DIT33. Pour résumer, c'est comment mettre sur la table d'autres éléments que le traditionnel CV. Vous pouvez nous en parler, Alain ? Oui, déjà, je voudrais juste faire court, mais sur DIT33, c'était une idée simple, c'est que avant que les médecins aient un stéthoscope, quand un patient rentrait dans le cabinet, le patient prenait son oreille, le collait dans le dos du patient et il disait au patient DIT33. Et c'est très important parce que le but, c'était de faire ce chiffre, et si vous le dites vous-même, vous verrez, c'est le chiffre qui fait le plus résonner en vous. C'est-à-dire c'est ce chiffre qui permet de voir que vous n'avez pas de l'eau dans les poumons, mais aussi c'est ce côté résonant. Et nous, on voulait, par 33, parce qu'on est en Gironde, on voulait faire résonner dans le microcosme économique local qu'effectivement, il y avait, comme j'ai dit, il y avait un collectif de 9 cadres. Alors, je vais nommer leurs prénoms parce que ces personnes étaient avec moi. C'était Laura, Cécile, Anne, Christelle, Marine, Sébastien, François, Philippe et Fabrice. Et nous, on voulait une chose simple, c'est qu'on s'est rendu compte que les grandes institutions en charge du sujet de l'emploi, ils n'étaient pas présentes, c'est-à-dire qu'ils ne nous aidaient pas. Et on s'est dit, comme on dit toujours, on est toujours mieux aidé par soi-même. Et au sein de DIT33, on avait 2 raisons de vivre. La première, c'était d'écarter le CV et plutôt de faire une carte des compétences de la personne, aussi bien les compétences techniques que les compétences comportementales. Et le deuxième point qui était fort, c'était de se dire, au lieu de faire un entretien one-to-one, qu'on sait très bien qu'on ne se dit rien, c'était de mettre autour de la table le patron et son chef de service, les 2 candidats qu'on aurait préalablement choisis avec une personne DIT33, c'est-à-dire par exemple 5 personnes autour de la table, et on mènerait une discussion sur des sujets variés pour qu'à la fin de ces discussions, l'employé dise, oui, le patron, comme il m'a parlé là, ça me plaît, j'ai envie de travailler avec lui. Et pareil, le patron qui a écouté ces 2 candidats a dit, oui, quand on pose des questions diverses, j'ai une meilleure vision de cette personne. Voilà quelle était l'idée générale de DIT33. Alain, postérieurement à cette expérience avec DIT33, je crois que vous avez eu l'idée de proposer un nouvel outil à travers la rédaction de portraits. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez eu cette idée ? Parce qu'il y avait 2 constats. Le premier,
c'est que je suis persuadé que les quinquas en recherche de nouvelles opportunités doivent être aidés à l'identique d'un jeune demandeur d'emploi. Il n'y a pas de différence. Et le deuxième, c'est qu'aussi les patrons girondins, parce que je parle ici localement, grâce à ces portraits, ils pourront donc être informés qu'il existe près de chez eux des personnes expérimentées, prêtes à les rejoindre, bien sûr, pour pérenniser leur projet d'entreprise. Comment ça se passe concrètement? Comment réalisez-vous ces portraits? Tout d'abord, c'est surtout une rencontre entre le quinquas, alors quand je dis le quinquas, ça peut être une femme ou un homme, hein, et moi-même, le portraitiste. C'est-à-dire que je m'organise un peu comme un peintre et son modèle. Le quinquas, je lui demande de raconter ses deux vies, parce qu'il a bien sûr une vie professionnelle, mais aussi une vie personnelle. Le quinquas, il apprécie de dépeindre, et bien sûr sans jeu de mots, hein, le parcours, parce que pour lui, il est content d'avoir face à lui une personne qui sait l'écouter. Moi, mon objectif, c'est pendant cet instant vraiment privilégié entre nous, je fais une prise de notes complète, puis les échanges commencent, il y a une étincelle qui se fait, puis il y a une trame qui apparaît, un peu comme un tableau, et tout naturellement, eh bien, on appelle ça la magie de l'écriture. Quelle était l'intention portée par cette action? Il y en avait plusieurs. Le premier de cet exercice du portrait est surtout de conter une histoire. Parce que chaque personne, avant qu'un éventuel, bien sûr, employeur puisse le parcourir, parce que ça, c'est l'attention particulière, il va se raconter, quoi. L'objectif était de prendre le CV, de le mettre un peu de côté, parce que, bien sûr, aujourd'hui, c'est considéré comme l'unique carte d'identité professionnelle, mais pourquoi pas créer autre chose? Aussi, en plus, ce que je peux rajouter, c'est que le quinquas, quand on est ensemble, il passe un bon moment. Elle, oui, il est fier d'évoquer son parcours de vie et son parcours professionnel, sachant que, tout simplement, en face de lui, il y a quelqu'un qui l'a écouté pour pouvoir lui tirer son portrait, quoi. Très bien, merci Alain. Mais ceci prouve qu'il faut effectivement peut-être regarder du côté des innovations que l'on peut avoir dans les process de recrutement, de manière à, comme le disait Pierre tout à l'heure, à atténuer les stéréotypes et pouvoir avoir une palette de lecture de la personne que l'on a en face de soi la plus large possible. Je vous remercie tous les trois de votre participation, de votre contribution à cet épisode. Alors bien évidemment, tout le monde est frustré, nos auditeurs, nos auditrices également. Nous n'avons pas fait le tour du sujet dans ce premier épisode. L'exhaustivité n'est pas possible, hein, c'était pas notre souhait. Donc nous vous donnons rendez-vous pour le deuxième épisode où, avec l'aide de 3 recruteurs, nous nous attarderons sur justement quelle est la commande passée par les entreprises aux recruteurs, quelle est la marge de manœuvre. Eh bien, merci infiniment à vous, Loïc, Pierre, Alain. C'était un très bon moment pour discuter avec vous. Oui, merci beaucoup. C'est ça l'interaction et c'est ce qui relie les hommes et les femmes, c'est qu'on échange et on communique ensemble. Merci beaucoup, Loïc.